Eh bien, bonsoir tout le monde. Cette semaine, je vous ai préparé une actualité un petit peu spéciale. J'ai décidé de faire une rubrique un petit peu plus dirigée vers la production, parce qu'il y a eu beaucoup de longues analyses, de longs papiers de plusieurs médias et de plusieurs associations et de plusieurs institutions sur des questions de production. Alors vous savez, ici on aime l'argent, donc, donc dès que je vois qu'il y a de la moula quelque part, j'y vais et ça m'intrigue. Mais je voulais aussi parler plutôt de l'industrie en général. Je sais que c'est... Des fois, on n'aime pas trop mélanger la pratique artistique et l'art. Dans beaucoup de domaines, dont le cinéma d'animation, c'est un peu nécessaire, tellement c'est des pratiques qui ont besoin d'être viables économiquement, industriellement pour exister, quoi. Parce qu'un film, une série, même un court-métrage, c'est déjà très cher. Et donc, je vais vous parler de production et de chiffres autour des cinémas et des films cette semaine. La bonne nouvelle de la semaine, vous la connaissez peut-être, l'écrivaine, la mangaka japonaise Rumiko Takahashi a été nommée chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française avec cette très belle médaille que vous pouvez voir à gauche. C'est assez étonnant qu'une citoyenne japonaise reçoive un prix honorifique français. Chevalier des Arts et des Lettres, c'est un ordre particulier en France qui récompense des artistes, mais aussi des personnalités et des actrices du milieu artistique par une espèce de médaille pour l'ensemble de leur carrière. Pour contextualiser un tout petit peu Rumiko Takahashi, si vous ne l'avez pas reconnu au dessin qu'il y a juste à droite, c'est une mangaka japonaise très très émérite et vraiment complètement légendaire en fait, à qui on doit entre autres Inuyasha, entre autres, Maison Ikoku, entre autres. Ranma 1,5, vous pouvez voir là sur l'illustration, Ranma 1,5, ça c'était mon manga d'enfance. Et plus récemment d'autres séries un peu moins connues qui sont Mermaid Forest et Rinne, que j'ai pas lu ça. Pourtant c'est des grosses séries. Elle est très connue pour un peu l'ensemble de son œuvre, notamment sa manière d'avoir ramené sa manière de traiter l'action, sa manière de traiter la comédie, sa manière de traiter les comédies tranches de vie, principalement. C'est une artiste qui écrit et qui dessine depuis, je pense, 30 à 40 ans. Et donc voilà, qui est complètement légendaire, qui avait été invitée, c'est là d'où l'affiche vient, du slide précédent. Elle avait été invitée à Angoulême en 2017, si je ne m'abuse, 2017 ou 2018, pour venir présenter son travail. Elle est connue, voilà, pour ses sagas d'arts martiaux, et mais aussi ses sagas romantiques et de tranches de vie, que sont Maison Ikoku. Elle n'a pas tout à fait quitté l'actualité, parce qu'elle a eu récemment une reprise d'une de ses œuvres de jeunesse, qui s'appelle Urusei Yatsura, en France plus connue sous le nom de Lamu, ou Lamu, ça dépend comment vous prononcez, qui est le nom de cet extraterrestre en costume léopard que vous voyez à droite, et c'est une série de comédies lycéennes, et récemment il y a un nouvel animé qui a été fabriqué, et je dois dire très joliment fabriqué, et qui est en diffusion depuis octobre 2022. Donc voilà, c'est cool de voir des lauriers qui sont rendus à César, et dans le cas de ce cas-ci, Rumiko Takahashi. Bon, petit truc, juste pour vous dire, elle est encore en activité, elle fait encore des trucs cool, et en France, on aime bien le manga, donc on aime bien Rumiko Takahashi. Il faut célébrer nos autrices. On reste dans le domaine du dessin avec cette fois-ci une petite exposition auquel je n'ai pas pu aller assister moi-même, mais que je vous recommande fortement, parce que j'ai vu voir plusieurs expos similaires de ce duo d'artistes que sont les Carasquet. Les Carasquet, pour vous situer très rapidement, c'est un duo qui sont connus principalement pour Jolies Ténèbres, Beauté, Satanie, Miss Patouche, bref, beaucoup de bandes dessinées. Elles sont connues tous les deux pour ce style de dessin très aquarelle, un tout petit peu influencé par Quentin Blake, par exemple, mais un style très léger qui mélange à la fois des patchworks très colorés, des personnages enfantins extrêmement légers, donc c'est souvent de la plume avec des couleurs aquarellées dessus, mais aussi une approche parfois très glauque de ce genre d'environnement. Jolies Ténèbres, qui est une de leurs BD phares, traitait vachement là-dessus, le mélange entre le mignon et le ultra creepy. Et il y a du coup une exposition qui leur est dédiée ce mois-ci, dans le 7e arrondissement à Paris, dans la galerie Un jour une illustration, qui est une galerie qui est née à partir d'un compte Insta de repost de photos,
Et oui, comme quoi, ça mène à tout. Et bah moi j'ai vu déjà plusieurs expositions de Carasquet à Paris et à Angoulême où les deux sont régulièrement invités et c'est vraiment superbe. En plus là c'est des expos ventes si vous voulez avoir des petits tirages limités de leurs travaux. Moi j'ai l'artbook Paper Dolls à la maison qui est vraiment très très sublime, qui rassemble des années de travail. Et ce n'est pas tout à fait non lié au milieu de l'animation, car il y a en ce moment, en toute fin de développement, la série Toby Little Nest qui est... alors je ne sais plus si le duo est à la réalisation, mais en tout cas je sais qu'ils ont beaucoup influencé là. Enfin ils ont fait la direction artistique et la direction des décors, et bon, si vous connaissez un peu le travail de Carasquet, les représentations de la nature, notamment de la forêt, sont absolument sublimes dans leur peinture et leur dessin. Du coup, tout le monde attend Toby Little Nest, l'adaptation du roman jeunesse, avec beaucoup d'attentes. En tout cas, c'est mon cas. Donc voilà, si vous êtes à Paris, c'est une expo vente gratuite qui dure 2 mois, donc si vous passez dans le 7ème, laissez-vous tenter. Ensuite, on repasse à de l'animation. C'est une toute petite nouvelle un petit peu brève, c'est l'ouverture d'un nouveau studio à Lille. Moi, ce qui a piqué mon intérêt, c'est que c'est un studio qui s'appelle du coup Have a Nice Day. Alors, c'est marrant parce que c'est en lien avec le film chinois de Liu Chan, dont je vous avais parlé il y a quelques semaines, parce qu'il il est en train d'en gérer la diffusion de son second film, mais il n'est pas particulièrement impliqué dans la création de ce studio. Du coup, un nouveau studio à Lille, et leur spécialisation, ce sera la stop motion. Enfin, en tout cas, c'est ce que l'article mettait en avant, parce qu'il y avait un désir de faire de la série, notamment de la série en stop motion, et qui sont en train d'installer ça à Lille, et ils sont en recherche de financement et de production pour plusieurs séries, beaucoup de séries 2D, contrairement à ce que ce haut d'article sous-entend, mais aussi une série mixte entre 3D et stop motion, et quand on sait à quel point la stop motion c'est compliqué à développer partout, mais en France aussi, et encore plus en série, on peut que espérer que ça donne quelque chose. Donc voilà, je sais qu'il y a quelques stop-moss dans le chat qui passent de temps en temps, donc voilà, envoyez vos CV là-bas. On reste dans le domaine de l'animation par vous parler d'un festival qui a lieu qui a lieu à partir de la semaine prochaine. Bon, je vous en parle ici, c'est un festival qui ne se passe pas en France, qui se passe plutôt à Stuttgart, donc ce n'est pas la porte à côté. Mais c'est un des gros festivals d'animation européens, donc il faut l'avoir en tête. C'est assez conséquent, je crois que c'est le plus gros festival national, et en plus un festival qui est uniquement dédié à l'animation. Alors la programmation est extrêmement complète, du coup je vais pas pouvoir faire en review parce que j'ai regardé un catalogue d'à peu près 200 pages, c'est à peu près de l'envergure d'un festival comme celui de Clermont-Ferrand par exemple, mais celui-ci, le festival de Stuttgart, n'est pas spécialement dirigé vers le court-métrage. Il y a de la court-métrage, donc ici la sélection jeunesse, avec notamment Catch Me Baby, un film trop stylé, sur l'histoire d'amour entre catcheuses, des spéciales télé, donc des formats 26 minutes, des formats un peu plus longs, et aussi des formats long métrage, donc là c'est quelques films. Donc voilà, festival de Stuttgart, il y aura peut-être des rediffusions et des échos en France, mais moi j'ai regardé la sélection. Enfin, j'ai regardé la sélection de ce qui va être proposé, et peut-être je vous ferai un review, j'ai oublié de le faire pour le festival de Rennes, mais je le ferai peut-être pour celui de Stuttgart, de vous parler des courts-métrages et longs-métrages nominés. Parce que c'est toujours, quand on suit l'actualité comme je le fais chaque semaine, c'est intéressant de voir les nominations, donc quels sont les films qui marquent et qui dominent les festivals, c'est toujours intéressant, parce que ces films qui fonctionnent donnent un peu le ton pour les prochains films qui vont être produits, et de production, on va en parler. J'en avais pas trop parlé parce que j'ai vu encore aucun des deux. Je vous promets de faire mes rattrapages et de vous parler de long métrage et de cinéma la semaine prochaine. Vous savez que c'est ma spécialité, mon dada. Mais en ce moment, on a 2 méga blockbusters qui sont en salle, que sont un peu la consécration de certains types d'animation. Donc nous avons Super Mario Bros, produit à Illumination, donc en France Cocorico, mais surtout avec des personnages des jeux japonais de Nintendo, qui est un méga hit, qui cartonne à fond, énormément d'entrées, je sais plus, le film se compte en centaines de millions de bénéfices,
Normalement, vous n'avez pas pu passer à côté de la vague de hype, la fameuse vidéo de Peaches, 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 chantée par Jack Black qui joue Bowser. Bon bref, l'appareil commercial Super Mario était en place depuis un petit moment, donc c'est pas une grande surprise que ça fonctionne bien, mais tout le monde est assez convaincu par le film. Tous les échos que j'ai eu pour l'instant, c'était film dans les clous, mais très joliment réalisé. Et l'autre méga blockbuster, c'est Makoto Shinkai, Suzume. Suzume, c'est le 6e ou 7e long métrage de Makoto Shinkai. C'est un méga blockbuster comme l'était l'avant-dernier film de Makoto Shinkai, Your Name. Et il est déjà en train de se placer dans les tops des box-office japonais. Je crois qu'il est actuellement en 6e place et que sur les prochaines semaines, il était estimé que le film attienne la 4-5e place, donc à côté de Your Name, à côté de Chihiro, à côté de aussi actuellement le box-office japonais est dominé par les films de licence, donc des films, des suites de grosses séries à succès que sont Kimetsu no Yaiba, un film, des histoires de vampires médiéval japonais. Le film One Piece Red aussi qui est assez haut, donc c'est cool aussi de voir un film avec un scénario original à réussir à dépasser des licences. Mais bon, Shinkai, c'est une marque de fabrique maintenant, parce qu'on n'est pas à son coup d'essai. Et inattendu, mais je voulais quand même le noter. Maya et le chant de la forêt, un film d'animation 3D ukrainien, a réussi à avoir quand même un bon succès à l'international. Moi, je ne l'ai pas vu parce qu'il passait dans un cinéma très cher à côté de chez moi. Mais bon, j'avais dit ici que j'étais pas hyper attiré par le graphisme et le projet du film qui avait l'air d'être un énième Pocahontas de garçon de la ville rencontre fille de la forêt, et blablabla, faut sauver la forêt, avec un style vraiment sans originalité, joliment fait, mais vraiment sans aucune originalité. Mais en tout cas, l'animation, sachez que si vous devez retenir quelque chose, c'est que l'animation, ça marche bien, les grandes licences, ça marche bien, et c'est un secteur qui fonctionne bien. Je vous parle de ces 3 longs métrages et de leur succès parce que je voulais vous parler de production de manière générale, parce que vous, le week-end, peut-être que vous allez voir vos potes, que vous faites la teuf, que vous... je ne sais pas, que vous vivez des moments exceptionnels. Moi, le week-end, je lis des rapports du CNC. Et oui, nous ne vivons pas dans le même monde. Ouais, j'ai lu pas mal des rapports du CNC. Le CNC, c'est le Centre National du Cinéma. C'est un organisme français, un organisme public. Et bon, quand on est dans l'animation, le CNC, c'est un peu daddy. C'est votre sugar daddy personnel qui vous donne l'argent pour faire vos films et qui choisit qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui se fait pas. Donc, c'est une grosse institution. Ce n'est pas uniquement le CNC qui décide quel film va se faire ou pas se faire, parce qu'il y a aussi des financements privés, la trésorerie des studios et ce genre de choses, mais c'est quand même un très très gros acteur du milieu, et c'est généralement la première étape dans les développements des films. Je vous parle du CNC parce que le CNC fait beaucoup d'études sur le domaine et sur l'industrie du cinéma en France, et que c'est souvent des chiffres qui sont vraiment très intéressants, notamment pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe, parce que moi en lisant ces rapports, je me suis rendu compte que j'avais vraiment des idées assez fausses, ou assez floues de certaines choses, donc j'ai essayé de vous traduire ça et de vous le transmettre. Bon, je vais commencer par un gros article sur l'accessibilité au cinéma, qui était intéressant. Une grosse étude faite sur les dernières années, qui donnait des chiffres intéressants sur l'accès, cette fois-ci l'accès physique et matériel au cinéma, pour les personnes handicapées. L'accessibilité, c'est quelque chose dont je parle quelques fois ici, dans les films et dans ce qui était montré en animation. C'était extrêmement peu représenté, donc il y avait une vraie invisibilisation là-dedans, mais aussi dans la consommation du cinéma par les personnes handicapées. Ça pose des problématiques dans les installations des salles, et donc ce dossier revient là-dessus. Les 3 axes qui ont été donnés pour l'étude, c'est l'accessibilité physique, donc pour que les personnes à mobilité réduite et les personnes en fauteuil roulant puissent avoir accès aux salles, donc des rampes, des ascenseurs, des salles, on puisse déranger des fauteuils. Est-ce que les salles avaient des installations pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes? Est-ce que les salles avaient des sous-titrages pour les personnes sourdes et malentendantes? Et voilà, c'est quelques chiffres autour de ça. Les chiffres étaient plutôt étonnants. La première chose que je voulais vous montrer, que moi j'avais pas du tout en tête, parce qu'on m'avait bassiné depuis des années que les mégaplex étaient en train d'absolument tuer les petits cinémas de quartier. La nouvelle que j'ai eue du coup en lisant
ce dossier, c'est que 54% des cinémas en France sont des cinémas avec un seul écran, c'est-à-dire des cinémas, probablement des cinémas de quartier, des cinémas indépendants, des cinémas de moyennes et petites villes, où des mégaplex ne sont pas installés, des méga multiplex, pardon, ne sont pas installés. Multiplex, quand on dit multiplex, c'est MK2, Gaumont, Pathé, ce genre d'établissement où il y a énormément de salles et de séances proposées, et généralement la sélection des films se fait par leur viabilité financière. Donc des grosses films de licence, des comédies grand public, des films d'action étrangers, ce genre de choses. Là où en France on a aussi plus des cinémas d'art et d'essai, donc avec un cinéma de quartier dont les licences sont moins chères à acheter, mais qui attirent aussi moins de monde. Et parfois il y a aussi des cinémas de pur quartier, de voisinage, on va dire, qui sont des cinémas locaux, comme ces centres de ville où il n'y a pas de compétition, ces cinémas peuvent acheter des licences qui seraient plus chères dans une grosse ville, et qui sont plus des cinémas de proximité. Donc voilà, il y a quand même encore beaucoup de cinémas de proximité en France, c'est chouette. Les conclusions de cet article étaient un peu encourageantes, en disant que il y avait un gros problème, mais qu'il était lentement et en train de progresser. Ce qui avait été donné comme chiffre, donc 70% des salles des établissements étaient équipés au moins des équipements sous-titres et malentendants. La différence du sous-titrage pour personnes sourdes ou malentendantes, c'est que il y a la description des musiques, des bruits, et généralement c'est des informations très directes pour bien saisir l'émotion de la scène. Les violons démarrent, on entend un bruit hors champ, genre quelque chose tombe où il y a une très grosse explosion. Pour les personnes malvoyantes, on passe sur de l'autodescription, donc ça veut dire avoir un casque personnalisé avec une voix qui vous décrit les événements des scènes. Ce n'est pas toujours une transcription des sous-titres pour les personnes malentendantes, parce que c'est généralement aussi des descriptions des scènes, le personnage fait ceci, le personnage fait cela, on voit ceci à l'écran. Et aussi, c'est intéressant, si vous avez déjà fait l'expérience d'écouter un film en description, il y a aussi les intentions de réalisation qui sont dites plus proches de ce qu'on pourrait avoir dans un script en fait de cinéma. Le personnage va par là de manière menaçante, le personnage va par là de manière fatiguée. On voit que le temps baisse, et en même temps c'est un exercice qui est assez difficile parce qu'il faut laisser du temps de respiration pour que ça ne ressemble pas à un livre audio. Donc voilà, une petite partie du parc français est installée. Et pour les activités aux personnes à mobilité réduite. Donc oui, on était plus proche des 50% pour les salles qui ont accès aux personnes à mobilité réduite. Et aussi que généralement le problème est toujours un problème financier de justifier des coûts d'installation et tout ça. Donc on espère que ces chiffres pourront évoluer au fur et à mesure des années, qu'on pourra avoir des salles qui sont plus accessibles pour les personnes qui ne peuvent pas consommer le cinéma actuellement. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont pas des initiatives de cinéma, mais des initiatives de médiathèque ou des initiatives locales pour des transcriptions de films ou des versions sous-titrées. Ce qui est aussi dit dans l'étude, mais qui est que suggéré, c'est que parfois le matériau aussi n'est pas donné par les boîtes de production. Donc les entreprises qui construisent les films ne font pas forcément une transcription, une description ou une piste de sous-titres sur des malentendants. Je ne sais pas si légalement c'est quelque chose qui est obligatoire, mais en tout cas dans la majorité des DVD de médiathèque que moi je consulte, c'est pas quelque chose qui est pas proposé. Je l'ai vu récemment dans le film Un homme est mort, et c'était très intéressant d'ailleurs de regarder le film avec la description, parce qu'on est beaucoup plus proche du script. Voilà, donc ça c'est quelques chiffres. Je vous laisse l'étude du CNC, je vais même vous mettre le lien, j'ai préparé le lien, donc je vais vous donner ça. Ensuite, étude suivante, c'était une étude sur le cinéma d'animation, cette fois-ci, qui était spécialisée, enfin c'était une étude plus généraliste sur la manière dont étaient alloués les budgets dans le cinéma, le documentaire et le cinéma d'animation, mais bon, j'ai pris la petite section sur l'animation. J'étais surpris de quelques très gros chiffres, en fait, pour vous donner un aperçu. En gros, un long métrage, du coup, d'animation. Un long métrage, c'est un film qui dépasse 1h ou 1h10 environ. Le budget qui est donné, c'est à peu près pour un film standard, on va dire, c'est un budget d'environ entre, ici, 1 million, ce qui est présenté, mais généralement on est plutôt autour des 2, 3, 5 millions, avec une moyenne à 4 millions, il me semble.
Et on a, c'est à peu près la moyenne des films. Il y a quelques films qui arrivent à monter à des 10-15 millions. C'est généralement des collaborations européennes pour avoir des financements de plusieurs pays et des financements européens aussi. Et une répartition du travail. Et on a généralement quelques gros blockbusters. Donc là, vous voyez les chiffres en bas sur le graphique, c'est les chiffres des dernières années. On évolue, c'est le budget général. On évolue entre du 20 millions et du 160 millions, un pic à 160 millions assez exceptionnel en 2016 pour le financement des films d'animation purement français. Ça, c'est des films qui sont uniquement français. L'étude appelle ça des films initiés en France. Ça veut dire que c'est initié par une boîte de production française qui veut le produire en France avec des moyens français. Évidemment, il y a aussi beaucoup de collaborations européennes, mais dont la France, enfin des entreprises françaises ne sont pas à l'origine, donc le CNC ne donne pas forcément de financement à ce genre de choses. Le CNC donne des financements à plusieurs étapes de la production, que sont l'écriture, la conception, le développement, la fabrication et la finition des films. Donc ça fait beaucoup d'étapes où des financements publics donné par votre redevance télé vient nourrir le cinéma actuel. Moi j'ai un peu halluciné devant quelques chiffres quand même qui étaient proposés par cette étude de financement pour des films que personnellement je n'ai pas tellement apprécié, qui était Le Petit Prince, le film mi-3D, mi-faux stop motion je crois, qui était budgété à 63 millions. Vous verrez que généralement les films qui ont ce genre de budget, ce sont des films de licence ou des films qui ont lien avec le cinéma traditionnel. Donc Le Petit Prince, adaptation d'Antoine de Saint-Exupéry, c'est genre film archi-institutionnel et en plus orienté pour être très commercial parce que le film proposait une adaptation moderne mais aussi une direction artistique en 3D vraiment très loin des dessins originaux. La série, on avait aussi Pourquoi je n'ai pas mangé mon père, un film... alors je sais plus si c'est la réalisation, mais beaucoup mis en avant par Jamel Debbouze, le comédien, et acteur principal du film, qui était un film comédie de singes à la préhistoire, qui était vraiment très médiocre. Enfin vraiment j'ai des souvenirs très flous de la soirée Annecy où j'ai vu ce film et tout le monde rigolait pendant la séance. Et récemment, le chiffre qui m'a absolument flingué, il y a actuellement un film en France avec un budget de 60 millions qui s'appelle Miraculous Ladybug. Alors aussi, Miraculous Ladybug, c'est une série qui a beaucoup de succès ces dernières années, qui est produite à Paris, qui en a sa saison 2 ou 3 avec Ladybug et Chat Noir. Et c'est un dessin animé français, mais qui cartonne vraiment beaucoup à l'international, ce qui explique l'énorme budget. Donc là, c'est un devis prévisionnel. Peut-être que le film coûtera plus, mais en tout cas, c'est ce qui est demandé pour le fabriquer. Et, et voilà, donc il y a quand même de l'argent en France pour fabriquer des films. Je le dis et je le répète souvent, on a une industrie en France qui est assez forte, à plusieurs niveaux, parce on a beaucoup de gens qui travaillent dans l'animation. Les chiffres, c'est entre à peu près 9000 personnes qui font partie du corps de métier de l'animation. On a beaucoup de studios, on a environ quelque chose comme entre 150 et 200 studios en France qui fabriquent à peu près tout format d'animation. Et on a aussi, on a un pays riche, quoi. La solution est simplement ça, on a un pays riche qui met de l'argent aussi dans ce genre de production au niveau national, avec le CNC, mais aussi au niveau régional, ce qui est le cas dans plusieurs villes françaises où des studios s'installent car il y a des financements locaux. Il y avait une troisième étude. Vous serez probablement intéressé de savoir que le CNC a lancé depuis 2014 une initiative de surveillance de la parité homme-femme en entreprise, l'Observatoire de l'égalité homme-femme très précisément, et que depuis 10 ans, il y a des études annuelles qui sont faites pour savoir comment sont répartis les financements, comment sont répartis la parité dans les équipes de production, et notamment un gros suivi autour de la question des réalisatrices, donc quels sont le genre des personnes qui dirigent les projets, parce qu'on sait que même si la parité peut être respectée dans une entreprise, ça ne veut pas toujours dire que les personnes au poste de décisionnaire sont forcément représentatives. Ce problème de manque de représentation, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup influencé par des facteurs, on va dire, monétaires, où plus un format ou plus une production est chère, moins on va avoir la tendance de la représentativité. Donc en gros, plus c'est cher, plus il va y avoir des mecs dedans. Un chiffre qui est une information qui est souvent mise en avant, c'est que on a plus souvent des réalisations données à des hommes seuls, et quand il y a des réalisations en équipe mixte, ou des co-réalisations à plusieurs, c'est plus souvent des femmes. Évidemment,
Les raisons sont multiples, mais on peut s'arrêter au fait que juste le patriarcat, quoi. Dans le cinéma généraliste, parce que là c'est quelque chose qui s'intéresse au cinéma généraliste, ce qui a été observé, c'est que dans le court-métrage, on a vraiment une grosse parité, parce qu'on avait un chiffre que j'avais donné la dernière fois, qui était que il y avait 43% des courts-métrages en France qui étaient produits par des femmes. En documentaire, donc un format qui est généralement moins cher que la fiction, il y avait quelque chose comme 40% des femmes, et c'est dans le cinéma de fiction, donc généralement les longs métrages qui sont les plus chers, donc avec des acteuristes stars, des budgets costumes, déplacements, financement, ont baissé entre 25 et 30% selon les années. J'ai les chiffres directs ici. L'étude aussi s'attarde sur... Il y a aussi une étude qui est faite sur la proportion aussi que ces réalisatrices ont de rester dans l'industrie, parce que c'est bien de faire un film, mais ce n'est pas une carrière. Donc c'est intéressant de savoir si, après cette première expérience de réalisation, des réalisatrices continuent à avoir leur place dans l'industrie, et la réponse est... c'est évidemment encore c'est plus faible que par rapport à leur contrepartie masculine. On l'avait observé en animation, mais en France, la situation est un peu plus positive ces dernières années. On avait beaucoup parlé La traversée de Florence Miaille, qui avait débuté sa production en 2017 pour une diffusion en 2021, et qui était le premier long métrage d'initiative française réalisé par une femme seule, et qui était un excellent film, mais bon, on aimerait voir beaucoup plus de femmes, et de groupes de femmes, et de femmes seules qui ont l'occasion et à laquelle on laisse accéder à ces postes très demandés. Et on aimerait bien qu'il y ait un peu moins des biais de sélection par les entreprises et par les institutions là-dessus. Et aussi, ça m'a fait découvrir l'existence du film Planète de Momoko Seto, d'un long métrage en développement avec un mélange de 3D et d'animation par remplacement et de time-lapse de nature, qui va sortir courant de l'année prochaine. Et ça m'a donné très envie en regardant les quelques images que j'ai fait. Voilà, les chiffres comme ça, je vais vous les donner. Ça, c'est l'étude du coup sur les 20 dernières années. Vous voyez qu'il y a une légère évolution. On était à 18 et 16% des films réalisés pour les films réalisés en non-mixité féminine ou par des femmes seules, on est passé de 18% à 33%. Donc ça, c'est l'ensemble du cinéma français. Parce qu'en animation, on serait plutôt... on serait monté de 5 à 10% à peu près. Et pour des co-réalisations en mixte, on monte de 16 à 29%. Donc voilà, on est encore à un tiers. C'est vraiment très faible. Hein. C'est vraiment très faible. On devrait être à 50%. Je vous laisse voir si ces chiffres-là sont disponibles du coup sur le site du CNC, dans la section études de marché, réalisation, si vous voulez aller les voir. C'est bien d'avoir ces chiffres en tête. On parle souvent de représentation, et comme je vous le dis, la représentation est bien faite quand c'est les personnes concernées qui sont derrière la caméra. Plus il y a de personnes diverses derrière la caméra, plus on a des films divers, et plus on a de richesse en fait dans notre cinéma. Donc c'est quelque chose qu'il faut encourager. On peut constater cette légère progression, mais ce n'est que le début d'un long chemin, et toutes les actions militantes de prise de parole, et dans notre domaine de l'animation, des collectifs comme Les Femmes s'animent ou les intervalles, ce sont des collectifs qui sont très importants, parce que c'est des actions comme ça qui permettent d'avoir l'évolution de ces chiffres. Donc je sais qu'au quotidien, dans la vie courante, quand on n'a pas de recul, c'est difficile de voir dans quel sens vont les choses en fait. Et c'est vrai que malheureusement le Covid a eu un gros impact sur cette répartition genrée des financements et des attributions de projets. Mais voilà, on est en progression légère. Yes. Soyons positifs. Voilà, donc ça c'est les chiffres pour le cinéma généraliste. Je vais finir par cette actualité par un petit review des productions en cours en 2023. En petit préface de cette section, moi dans mon commentaire, je vais me baser sur un commentaire d'études fait par le collectif Les Intervalles, qui se base sur un très gros dossier fait par le magazine, je crois. Le magazine Écran Total, auquel moi je n'ai pas accès moi-même, donc prenez mes paroles à moi sur des pincettes, je vais vous donner des chiffres intéressants à l'instant. Ce dossier Écran Total 2023, c'est un dossier spécialisé dans le domaine de l'animation, qui parle du coup de courts, moyens, séries et longs métrages d'animation, et qui détaille tous les projets, les boîtes de production, les réalisatrices et les pitchs des projets. C'est des documents qui sont à but interprofessionnel, ce qui se caractérise par le fait que l'abonnement à Écran
total chaque année est de 500 balles. Donc généralement il faut être dans le milieu et avoir un budget pour avoir la curiosité. Et ça a pour but de mettre en contact des gens principalement et de tenir au courant de ce qui se fait pour éviter, par exemple, on va parler d'une série sur le roller derby. Peut-être que si vous êtes une boîte de production et que vous avez un projet sur le roller derby, on vous propose un projet sur le roller derby, vous allez dire le créneau est déjà occupé, on va pas rentrer en compétition avec ça. Ça, c'est des documents professionnels qui permettent de savoir ce qui se développe, ce qui se fait. Et bon, comme l'étude là le propose, d'analyser des tendances générales. Les chiffres qui sont donnés dans cette étude sont vraiment très intéressants. C'est des chiffres, il me semble, qui sont du coup assemblés par le collectif Les Intervalles. Moi j'étais surpris donc de la proportion des choses. Je vais vous lire les chiffres pour les personnes qui ne font que écouter. Cette année, en 2023 en France, il y a 237 séries, 107 courts-métrages, 86 longs-métrages et 33 spéciaux. Donc spéciaux, c'est des spéciales TV, c'est des 26 minutes ou des 52 minutes. Et tous ces projets, c'est des projets à l'initiative française. Évidemment, tous ces projets sont des projets et tous n'arriveront pas à terme parce que, vous le savez, quand on avait parlé des longs métrages avec Les Intervalles également, des projets à l'initiative française, on compte à peu près 10 longs métrages d'initiative française d'animation qui sortent en France. Donc ces 86 longs métrages, tous ne vont pas sortir et tous vont sortir petit à petit au fur et à mesure des années. Mais c'est quand même des chiffres impressionnants qui sont signe que l'industrie va bien. Pour vous donner un aperçu de la France, du coup une archi-domination de la série, qui est le format le plus plébiscité en France, pour de multiples raisons. La série, on peut en produire en masse, c'est généralement on sort... Alors en France, c'est 13, 26 ou 52 épisodes, et les formats c'est du 2, 5, 10 ou 22 minutes en général. La série c'est bien parce que c'est très industrialisable. C'est quelque chose qu'on peut produire en masse, qu'on peut diffuser en masse. C'est 26 et 52, vous l'aurez peut-être compris, c'est en référence au nombre de semaines qu'il y a dans l'année. Donc c'est des séries qui sont là pour remplir un programme télé, que chaque semaine on puisse avoir notre épisode de Lucky Luke ou de Miraculous Ladybug. C'est aussi un domaine où il y a beaucoup de financement, parce que la télé française achète, mais aussi la télé européenne et internationale achète ce genre de séries. Donc ouais, c'est le secteur qui tourne bien. On pourrait même dire que c'est ce domaine-là qui finance l'animation en France, parce que c'est le secteur qui a les revenus les plus stables, parce que les entrées d'argent qui sont dans les studios se font en pré-vente pour les séries, alors que les entrées d'argent qui se font pour les longs métrages sont plus variables selon le succès ou non d'un film. Donc la série, c'est la stabilité, c'est ce qui permet d'avoir une industrie fonctionnelle en France. Ensuite, en 18% des productions françaises, enfin 19%, nous avons le long métrage. Donc long métrage, plus de 1 heure. Des formats longs avec tout public, hein. On va parler du public après. Nous avons 23% de courts-métrages, donc tout format court-métrage, surtout pour de la télé et de la diffusion en festival, et parfois pour des séances jeunesse, ce dont je vous parle toutes les semaines, les séances de 40 minutes là pour les enfants, pour les mercredis, samedis et dimanches. Et en dernier, nous avons 7% de spécial. Le spécial, c'est un format que je connais pas très bien. Je vous en parlerai peut-être une fois que j'aurai mieux étudié le sujet. Mais voilà à peu près la répartition, 50% de séries en France. Les deux autres informations qui sont données par cette étude, c'est la proportion des cibles. Donc la cible, c'est à qui vous destinez votre série, pour quel public vous le donnez. En animation, on a le preschool, qui est le 3-4 ans, 3-6 ans. On rappelle tout de même ici qu'il ne faut pas exposer les enfants de moins de 3 ans à des écrans, parce que ça peut créer des problèmes d'attention et d'addiction. C'est pour ça que, fonctionnellement, on n'a pas le droit de dire en France qu'on produit des cours de l'animation pour des enfants âgés de moins de 3 ans. Et du coup, il y a le preschool qui est du 3 à 6 ans, donc du extrêmement simple. Nous avons du 6-10 ans qui est du school, et oui, on parle en anglais comme ça. Du coup, avec des thématiques un tout petit peu plus complexes, des formats un petit peu plus longs. C'est généralement des séries très accessibles. Il y a le 10-13 ans, et puis ensuite, on a un espèce de mélange adolescent-adulte qui se fait avec peu de production. Pour analyser les chiffres qui nous sont donnés, il y a une forte domination dans le court-métrage d'un public ado et adulte. On le voit, des formats courts sont moins chers, permettent de
plus de prise de risque, d'avoir des techniques plus compliquées et d'avoir des sujets plus adultes et matures. Donc forcément le court-métrage est hyper dominé par une cible ado-adulte. La série, évidemment, s'adresse très principalement à la jeunesse, avec 37% pour les 6-10 ans et près de 20% pour les 3-6 ans. Donc je vous l'ai dit, pour aller dans la suite des chiffres d'avant, 50% des productions sont des séries en France et 70% de ces séries sont à destination familiale ou enfants de moins de 13 ans. Donc l'industrie en France est très dirigée vers le public jeunesse. Comme vous pouvez le constater. En long métrage, les chiffres sont un peu plus durs à analyser parce qu'il y a une très grosse domination de cette catégorie un peu bizarroïde de la famille, où c'est un film accessible à tout le monde. Bon, moi ce que j'en lis, c'est que c'est des films généralistes qui n'abordent pas des thématiques trop dures ou les abordent de manière très soft. Le public famille, on va dire que c'est les films Pixar, un film qui est amusant pour un enfant mais qui a une double lecture pour les parents, quoi. Bref, en long métrage on essaie de ratisser très large, donc c'est pour ça qu'on a ce truc qui se détache autant. Et dans le spécial télé, il y a un mélange de tout. Le spécial télé est un peu moins à destination des ados-adultes, parce qu'on reste quand même sur de la télé, et la télé, ils cherchent à avoir... En fait, il n'y a pas beaucoup de chaînes qui vont aller acheter du spécial télé en France. Pour vous donner des idées, pour du spécial adulte, ce serait du Canal+, du Arte, parfois du France TV Slash. Alors que des séries jeunesse, il y en a beaucoup. T'es fou, Canal J, peut-être que Cartoon Network et Nickelodeon, si ça existe encore, je suis vieux. Alors j'ai des trucs comme ça. Mais on n'a pas en France une chaîne dédiée à l'animation adulte. Ce qui est en fait le cas à l'international. Adult Swim, c'est une chaîne américaine nocturne avec des programmes nocturnes d'animation. Et bon, au Japon, je cite toujours ces trois-là parce que c'est la trinité des pays qui fabriquent le plus d'animation. Donc c'est bien de les observer pour avoir des tendances générales. Et au Japon, il y a beaucoup de créneaux, notamment des créneaux nocturnes et des diffusions d'animés destinés à un public adolescent et adulte. Donc en France, on est un peu en retard là-dessus, mais bon, notre économie touche là-dessus. Le dernier chiffre intéressant, et après j'arrête un tout petit peu avec les chiffres, c'est pour vous donner un panorama. Le but là, c'est vraiment un panorama général. C'est la proportion des techniques utilisées dans le cinéma d'animation. Alors les techniques, je vais revenir dessus dans une des prochaines émissions de manière très détaillée pour qu'on ait tous bien un lexique de qu'est-ce que c'est les techniques. Ici, ça a été principalement simplifié, mais les techniques principales, c'est la 2D, donc le dessin animé, quoi, où on fabrique les choses de manière plate par le dessin, la peinture, et en France beaucoup en 2D numérique, donc du dessin, en fait, vous voyez ce que c'est la 2D, hein, quand même, c'est le laboratoire de Dexter, c'est Lucky Luke, c'est les fous du volant, c'est tout ça. Ensuite, on a la 3D. Donc 60% des projets animés en France sont en 2D. Hein. J'ai oublié de donner le chiffre. 60%, c'est fou. J'aurais donné un chiffre beaucoup plus faible, tellement... Moi, dans le milieu, on me répète tout le temps que la 3D, c'est en train de tout manger, c'est hyper industrialisable parce qu'on peut beaucoup plus séparer le travail. Et en fait, non, en France, on a quand même un très gros savoir-faire de la 2D, du dessin et une très grosse culture graphique. Et même si on utilise de plus en plus des outils numériques, bon, pour ne pas dire qu'il y a quasiment aucune série en France, je pense, qui n'est pas produit de manière numérique et avec l'utilisation d'outils numériques. Hein. Donc 60% des productions sont en 2D. 21% en 3D, donc quand même une grosse domination de la 3D. Et en queue de cortège, on a une petite bataille entre 11% de techniques mixtes, donc généralement c'est des mélanges 2D, 3D, 3D stop motion, ce genre de choses. 5% des productions en volume qui, j'en suis absolument certain, sont dans du court-métrage, quoi. Donc volume, c'est la stop motion, c'est Ma vie de courgette, tous les films, voilà, c'est Gromit, c'est la stop motion. Et ensuite, on a ces chiffres en bas de comment ces techniques se répartissent selon les formats. Dans le court-métrage, très grosse domination de la 2D suivie de techniques mixtes et du volume, du coup, qui est très, très représenté en court-métrage, pour des raisons... En fait, la stop motion, c'est cher, c'est difficile à mettre en place, parfois c'est compliqué à produire de manière industrielle,
et du coup ça a une viabilité économique qui est plus dure. Et aussi, c'est un peu des bruits de coups, c'est un peu des rumeurs, mais on a l'impression que la stop motion est quelque chose qui est plus dur à vendre à des enfants, ou plus dur à vendre peut-être à des comités d'entreprise, donc ce qui explique son manque de popularité, alors que les films en stop motion c'est quand même absolument sublime quoi. On voudrait vraiment en voir plus. En série, on remarque une grosse remontée de la 3D, avec 25% des productions de séries qui sont en 3D, ce qui monte à 29% pour les longs métrages. Donc la 3D, hein, c'est Miraculous Ladybug et Pixar, Disney, m'embêtez pas, vous savez ce que c'est la 3D. Donc ouais, la répartition en fait se calme là-dessus, où on voit que un des avantages de la 3D, c'est d'être plus facile à industrialiser. C'est compliqué de créer plein de modèles de personnages et des environnements 3D complexes pour un court-métrage qui va durer 3 minutes, mais l'investissement est justifiable sur un long-métrage, du coup, un format 1h30, ou une série, un format qui peut durer plusieurs centaines de minutes. En série, on produit énormément, donc ces outils-là sont plus représentés. Voilà, globalement, ce que vous devez retenir de ces études, c'est que en France, on produit beaucoup, on a de l'argent, et on aime bien la 2D parce qu'on a une grosse culture graphique. La 3D devient de plus en plus présente. Les autres secteurs de l'animation sont vraiment extrêmement sous-représentés, ce qui est dommage. Parce que ça veut dire qu'ils sont souvent cantonnés au court-métrage et au milieu indépendant pour exister, ce qui est franchement triste. La 2D a encore le vent en poupe. Et voilà, la manière, et aussi ce que vous devez retenir, c'est que selon le format que vous voulez faire, si vous voulez faire quelque chose qui dure moins de 5 minutes, quelque chose qui dure 20 minutes, quelque chose qui dure 1h30, ou quelque chose qui dure 6 heures, ça va changer quelle technique vous devez adopter. On reviendra plus en détail sur les techniques une autre fois, mais voilà, ça vous donne un petit peu un panel. Si vous vous destinez pour une de ces techniques en particulier, voilà, vous pouvez avoir un peu une estimation en France, que ça donne ça. Donc voilà, vraiment courage aux artistes qui sont dans des domaines spécialisés, qui n'ont pas la chance d'avoir suffisamment de financement pour pouvoir briller à leur juste valeur. Mais voilà, ça c'est l'état du marché. Mais toutes ces informations, c'est pour vous dire que le cinéma d'animation, c'est une industrie pour besoin de tourner, elle a besoin d'argent, et elle a besoin d'une économie pour répartir cet argent. Et voilà, c'est une industrie qui est en développement. Je vous ai pas montré les chiffres du marché, mais ces dernières années, le cinéma d'animation est en progression constante. Ça veut dire qu'on produit plus et on vend plus et mieux en France. Il y a aussi une installation de plateformes de diffusion alternatives, que sont les plateformes de VOD, que sont France TV Slash, qui est une plateforme internet, mais aussi Arte, qui met de plus en plus de choses en ligne, et puis des plateformes américaines aussi, et étrangères qui rachètent des choses comme Netflix, qui fait fabriquer Arcane, la série de Riot Games, en France pour le diffuser, Amazon et HBO Max et j'ai l'impression d'en oublier un, Hulu, qui rachètent des productions en France. Voilà. En gros, le marché va bien, on est dans une période de croissance. On espère que cette période de croissance va être suivie par plus de diversité, à la fois dans ce qui est proposé dans les scénarios et la représentation, et aussi une industrie qui, comme elle va bien, a intérêt à se remettre en question pour continuer à exister, sur des questions notamment de parité, de représentativité. Je me le répète, je le répète, je le répète et je le répète encore. Je réalise aussi que je vous parlais de diversité, mais je ne vous ai pas donné spécialement de chiffres sur des minorités visibles qui seraient dans le cinéma et qui ne se sentiraient pas exprimées. C'est quelque chose que j'avais fait la dernière fois dans la représentation des protagonistes de séries, mais la raison pour laquelle, c'est que ces études de discrimination dans l'emploi dans le cinéma n'existent pas forcément, et aussi qu'en France, on ne peut pas étudier la population selon certains critères. Et donc, voilà, je pense que les chiffres sur la présence de personnes handicapées, de personnes racisées, de personnes de communauté LGBT+, serait sûrement très intéressant à voir pour parler de représentativité derrière la caméra. Mais en tout cas, je n'ai pas les chiffres. S'ils ont été faits quelque part, ça veut dire qu'ils ont été faits par un organisme indépendant. Mais voilà, si je n'en parle pas, c'est pas pour eux, c'est pas spécialement pour invisibiliser des gens. Donc quand il y a cet observatoire de la parité homme-femme qui existe, je peux vous donner que les chiffres qui existent, et je peux pas vous dire la représentation des personnes intersexes ou non-binaires dans le cinéma français. Voilà. C'était mes chiffres de production sur comment les choses se font en France industriellement.
C'était c'était un peu superficiel, mais j'espère que j'ai réussi à vous transmettre les idées. Je sais que c'est pas le plus captivant parce que si vous êtes ici, j'imagine que vous êtes plutôt intéressé par la création au sens créer des choses, découvrir des choses, raconter des choses. La réalité, c'est que si vous travaillez dans cette industrie, vous devez savoir un peu comment elle fonctionne pour savoir quand on vous dit c'est terrible, la récession, le Covid est en train de tuer le divertissement et l'industrie de la culture en France. Ce n'est pas le cas. Le cinéma, et spécialement le cinéma d'animation, a très bien survécu au Covid. Donc on n'est pas dans une période de récession. Donc faut y aller. Faut y aller. Mais voilà, c'est bien que vous connaissiez ça pour juste pour avoir une représentation réelle du panorama du cinéma français. Ouais, ouais. À tout de suite.